La CEDEAO et la France. Non les gars, je suis fan de l'AES les gars. Je suis fan de l'AES. Macron démission. Macron démission. Macron démission. Une faillite record en France. Ce chiffre donc, qui vient d'être publié, c'est celui-ci. 31 000 patrons qui ont perdu leur emploi au premier semestre 2025. Et tous leurs alliés de ne pas intervenir militairement au Niger. Nous demandons le départ immédiat et sans condition de toutes les forces d'occupation au Niger, notamment les forces étrangères françaises. C'est le petit stupide, j'ai dit, je répète, c'est le petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Petit stupide Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. C'est une leçon que Emmanuel Macron a donnée encore au chef d'État africain, de se rattraper. Président, Monsieur, s'il vous plaît. un Français voudrait vous parler et vous saluer. Nous sommes en dictature dissimulée. Non, monsieur. Le peuple français est révolté et vous le savez très bien. Et vous soutenez une dictature. Démission. Macron démission. Macron démission. Macron démission. On est aussi libre de chercher des alliés qui est fiable, qui traite égal avec notre pays. La France ne peut pas traiter égal avec notre pays parce que ça fait 60 et quelques ans qu'ils exploitent l'uranium dans notre pays. Même hier, on a dormi dans les coupures. Et chez eux là-bas, ils ne connaissent pas la coupure. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. L'Afrique tremble parce que plusieurs régimes africains qui ont été pendant très longtemps tenus et soutenus à bout de bras par les dirigeants français n'ont plus l'appui qu'ils avaient en France parce que l'appuyeur est en déclin, l'appuyeur est en ruine. La France est secouée comme jamais. Dans les rues, la contestation sociale explose, portée par un peuple à bout face à l'austérité, au chômage et à la perte de repères. Mais c'est en Afrique que le coup de tonnerre résonne le plus fort, le réveil révolutionnaire du capitaine Ibrahim Traoré, du général Abdourahmane Tiani et du colonel Assimi Goïta a brisé l'hégémonie française et précipité la chute de son influence sur le continent. L'ère de la domination est terminée, martèle Tiani, tandis que Traoré affirme que l'Afrique n'a plus rien à attendre de Paris. Ces déclarations radicales ont déclenché un séisme géopolitique dont la France d'Emmanuel Macron peine à se relever. Déstabilisé à l'extérieur, fragilisé à l'intérieur, le pays vacille entre crise économique, division profonde et perte d'autorité internationale. Plus qu'une crise, c'est un tournant historique, la fin d'un cycle, et peut-être le début d'un autre. L'économie française se rapproche déjà de ceux des pays qualifiés de tiers-monde. Une faillite record en France. Ce chiffre donc, qui vient d'être publié, c'est celui-ci. 31 000 patrons qui ont perdu leur emploi au premier semestre 2025. À titre de comparaison, l'année dernière, on était à peu près un peu moins de 30 000. C'est une hausse de plus de 3% donc sur la même période en un an. Si on regarde maintenant à l'échelle annuelle sur des années entières, j'ai regardé les 3 derniers rapports donc de ces associations. En 2023, vous le voyez, on était autour de 51 000 défaillances d'entreprises. Un chiffre qui était déjà en augmentation de 33% par rapport à l'année précédente. 2024, on dépasse les 60 000 chefs d'entreprise qui perdent leur emploi. Et puis les experts sont pessimistes par rapport à l'année 2025 qui arrive. Ils estiment que les défaillances seront chiffrées autour de 67 000. C'est encore une progression de 10% par rapport à l'année précédente. À savoir que parmi les types de défaillances d'entreprise, 2/3 concernés en 2024 des liquidations judiciaires. Effectivement, la France est en train de s'effondrer de l'intérieur. Selon plusieurs sources, près de 67 000 entreprises ont fait faillite en 2024. Un record jamais atteint depuis 2009. Et ce n'est que le début. Les prévisions pour 2025 annoncent près de 90 000 défaillances d'entreprises, car rien qu'au premier semestre de cette année 2025, la France comptabilise déjà près de 37 000 patrons qui ont perdu leur emploi. Et pour 2026-2027, la courbe ne fera que grimper. La famille, chaque jour en France, plus de 170 patrons perdent leur emploi, broyés par un système qu'ils ont eux-mêmes nourri. Rien qu'entre janvier et mars 2025, près de 8 000 emplois de dirigeants ont disparu. Les secteurs tombent les uns après les autres et sous vos yeux se dessine un paysage économique ravagé. Derrière ces chiffres, ce sont des vies détruites, des familles brisées, des régions entières appauvries. La trésorerie des entreprises est étranglée. Les consommateurs n'achètent même plus comme avant.
C'est dur, c'est difficile, c'est compliqué. Les marchés se ferment, la désindustrialisation est massive et la moindre tension suffit à briser les structures déjà fragilisées. La France n'est plus seulement frappée par l'inflation ou par la hausse brutale des taux d'intérêt. Elle est rongée par une instabilité politique permanente, par un État surendetté, incapable de protéger son tissu économique et par, attention, une société où la confiance s'est évaporée. Le pays glisse lentement mais sûrement vers une spirale de faillite, de chômage et de désespoir. Et la vérité que nos frères africains cachent, ce n'est pas une simple crise passagère. C'est un processus de décomposition. Les fondations craquent, le système se délite et bientôt la France devra faire face non seulement à des entreprises mortes, mais à une économie entière qui agonise. En plus de cette situation économique, la situation sociopolitique a aussi dégénéré. Car depuis quelques semaines, la France connaît une montée de la contestation sociale. Les appels à la mobilisation Bloquons tout, lancés pour le 10 septembre, pourraient rassembler jusqu'à 100 000 personnes selon les services de renseignement. Ils résument leur colère par des slogans comme « Changer de cap »,« Pour de bon »,« Avec et pour le peuple », refusant de subir leur crise. Selon un sondage, pas moins de 63% des Français soutiennent ce mouvement de blocage général. L'ampleur des manifestations reste incertaine, mais l'État anticipe une mobilisation significative, notamment dans les villes de Nantes, Rennes, Toulouse, Lyon ou Bordeaux, bastions traditionnels de la gauche. Cette situation a pris une autre tournure suite à la sortie d'Emmanuel Macron, concernant l'intervention de l'armée de l'Union européenne en Ukraine pour combattre la Russie de Vladimir Poutine. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs, mais elles visent à prévenir toute nouvelle agression majeure et à impliquer les 26 États très clairement dans la sécurité durable de l'Ukraine. On ne connaît pas le bilan précis de cette guerre, mais on sait que la Russie a perdu dans son dessein plus d'1 million de soldats tués ou blessés pour conquérir moins d'1% du territoire ukrainien depuis novembre 2022. La France est en état d'asphyxie démocratique, à un point que nous n'avions jamais connu sous la Ve République. Et en 8 ans, cette crise de la représentation, cette absence de légitimité politique structurante organisée par les partis du système n'ont fait que s'aggraver, plongeant la nation entière dans l'incertitude et l'angoisse. Cette crise n'est pas tombée sur le bon peuple de France comme une pluie de criquets ou un déluge biblique. Cette crise a été provoquée et alimentée par le président de la République, Emmanuel Macron, et par tous ceux qui l'ont servi depuis 8 ans. Ils en ont été les concepteurs, ils en ont été les architectes, et aujourd'hui, ils en sont les pathétiques acteurs. Sur la scène internationale, la France reste un soutien militaire important de l'Ukraine. En septembre 2025, Paris a co-organisé à l'Élysée une coalition des volontaires avec 35 chefs d'État et de gouvernement, co-présidée par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, en présence de Volodymyr Zelensky. À cette occasion, Macron a annoncé que 26 pays, dont la France et le Royaume-Uni, avaient accepté de constituer une force de réassurance destinée à être déployée en Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. L'objectif officiel est de garantir durablement la sécurité du pays face aux menaces russes, en prévoyant une présence internationale sur le sol, en mer et dans les airs. Une large partie de l'opinion refuse l'envoi de troupes en opération active tant que le conflit se poursuit, redoutant un engagement coûteux et risqué. Le président Macron défend pour sa part que le camp de la paix est désormais uni à Washington, à Kiev et dans toutes les capitales européennes, et que la France continuera d'accélérer les livraisons, les formations, les solutions de financement pour l'effort de guerre ukrainien. Dans la région du Sahel, la méfiance à l'égard de l'influence française s'est muée en rupture ouverte. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les 3 membres de la nouvelle alliance des États du Sahel AES, ont annoncé en mars 2025 leur retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Le général Abdourahmane Tiani, président de transition au Niger, a ainsi fait voter une charte de la refondation qui consacre la langue haoussa nationale et relègue le français au rang de simple langue de travail. Cette décision s'inscrit dans une politique dite souverainiste visant à rompre avec le vieux monde colonial. Les juntes militaires sahéliennes ont parallèlement quitté la CEDEAO,
rompu les accords de coopération militaire avec la France et rebaptisé ou déboulonné des symboles de l'ère coloniale. Dans leur discours, les chefs de ces pays dénoncent durement ce qu'ils perçoivent comme du néocolonialisme. Par exemple, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, accuse les impérialistes de vouloir amener l'un des États à trahir les autres, appelant à la vigilance contre les manœuvres étrangères. Il affirme que le Sahel ne sera plus un terrain d'influence, mais un espace d'émancipation et de coopération entre égaux. De même au Niger, le général Tiani proclame que le combat que nous menons est pour la dignité, la souveraineté et l'émancipation de notre peuple, martelant la volonté de son pays de s'affranchir des rapports de force hérités de la colonisation. Ce discours de rupture résonne plus largement comme un réveil africain face au rejet de toute dépendance extérieure. Dans toute l'Afrique francophone, les appels à une plus grande autonomie, culturelle, économique et politique s'intensifient, alimentant un débat sur l'avenir de la relation avec l'ancienne puissance coloniale. Cette réalité démontre bel et bien que la France a déjà perdu son influence en Afrique, un déclin déclenché par les présidents de l'AES, et qu'elle se trouve désormais dans une chute totale. L'Afrique tremble, parce que plusieurs régimes africains qui ont été pendant très longtemps tenus et soutenus à bout de bras par les dirigeants français, n'ont plus l'appui qu'ils avaient en France parce que l'appuyeur est en déclin, l'appuyeur est en ruine. Sur le plan économique, la situation française est catastrophique, d'autant plus que la dette intérieure et la dette extérieure de la France sont en augmentation permanente et exponentielle. La France vit à crédit. La France est surendettée. Ce surendettement accéléré de la France s'est aggravé avec la raréfaction de ses sources d'approvisionnement en matières premières gratuites. La fermeture progressive des robinets de matières premières d'Afrique s'est traduite par une augmentation exponentielle du coût de l'énergie et par ricochet du coût de la vie en France. Par ailleurs, une politique économique essentiellement menée en faveur de l'oligarchie financière et qui s'est traduite par la fin de l'impôt sur les revenus pour les plus grandes fortunes de France. Cette politique économique se traduit par une ponction massive fiscale de la classe moyenne et un abandon de pans entiers de la classe populaire. De telle façon qu'en France sont réapparus des phénomènes de masse pauvre. En France est réapparue la famine. L'un des phénomènes qui a permis de voir que la famine, F-A-I-M, la faim, a refait fortement son apparition en France, ce sont les scènes scandaleuses, pitoyables, de mendicité, de files entières d'étudiants français, incapables de se nourrir une seule fois par jour, certains fouillant dans les poubelles des villes françaises et d'autres s'alignant pendant des heures et des heures devant les officines du secours populaire et des autres organisations humanitaires. Oui, la France s'appauvrit. Les Françaises et les Français ont massivement du mal à joindre les deux bouts. Quand on entre aujourd'hui dans un supermarché, avec la somme de 200 €, on en sort avec un caddie pratiquement vide. Et il y a seulement 10 ans, ici en France, quand vous entrez avec 200 € dans un supermarché, vous aviez au moins la moitié d'un caddie plein. Quatrièmement, toujours sur le terrain économique, la France a été prise de vitesse par toutes les autres économies concurrentes. L'économie allemande a fait sa mutation industrielle à une vitesse incroyable alors que la France se désindustrialise. Les outils de production de la France sont en train tous de s'externaliser avec le travail. Face à ce contexte d'agitation politique et de crise économique, plusieurs pistes sont avancées pour renouer le lien social et apaiser les tensions. De nombreux analystes insistent sur la nécessité de relancer le dialogue social avec toutes les composantes de la société, en ouvrant de larges consultations sur les réformes budgétaires et les priorités économiques. La maîtrise du chômage et du pouvoir d'achat doit être remise au cœur de l'action publique, en soutenant les secteurs en difficulté et en encourageant la création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les populations délaissées. Il est aussi souligné qu'une meilleure transparence et une communication renforcée sur la stratégie européenne, notamment l'engagement en Ukraine, peuvent aider à restaurer la confiance. Les pouvoirs publics sont appelés à soutenir les médias et l'éducation aux médias pour contrer la propagation des fausses informations étrangères. Enfin, des initiatives en faveur de la cohésion nationale, par exemple des tribunes du dialogue local ou des programmes de mixité sociale, pourraient contribuer à aplanir les fractures. L'objectif global, aux yeux de beaucoup, est de réaffirmer le contrat républicain, faire en sorte que chacun se sente écouté et protégé, tant sur le plan économique qu'en termes de sécurité,
afin de ramener la France vers une stabilité politique durable et une paix civile retrouvée. La France est aujourd'hui à la croisée des chemins. Secouée par une contestation sociale grandissante, fragilisée par une économie en berne et désavouée sur la scène africaine, elle subit de plein fouet les conséquences de décennies d'austérité, d'aveuglement politique et d'un néocolonialisme désormais rejeté sans détour. Le réveil africain, mené par Traoré, Tiani et Goïta, a scellé la fin d'une ère où Paris imposait encore sa loi au Sahel. Dans les rues de l'Hexagone, le peuple clame son refus de subir une crise dont il ne veut plus payer le prix. Et sur le front international, l'implication militaire de la France en Ukraine suscite de vives divisions. Plus qu'un simple passage à vide, c'est une mutation profonde qui s'opère. Le vieux modèle vacille, ses fondations craquent, et le monde observe l'effritement de l'influence française. Mais ce tournant peut aussi être une chance. La France ne pourra se relever qu'en choisissant l'écoute plutôt que l'arrogance, la justice sociale plutôt que l'austérité, la coopération équilibrée plutôt que la domination. C'est à ce prix seulement qu'elle pourra transformer cette crise en renaissance et redonner sens à son rôle, en Europe comme en Afrique, dans un monde qui change. Que pensez-vous de la situation actuelle de France? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.